Well, Eh bien, c'était vraiment une œuvre d'art incroyable, envoyée de Palerme. Toutes nos félicitations aux réalisateurs. Certains d'entre vous se trouvent là, tout là-haut. Félicitations à vous. we don't often do things like that. Nous n'avons pas vraiment l'habitude d'avoir ce genre de spectacle dans cette salle. On devrait peut-être le faire plus souvent. Ce fut vraiment une expérience incroyable. Maintenant, j'ai le grand plaisir de ouvrir la séance et de vous souhaiter la bienvenue dans l'hémicycle du Parlement européen, le cœur du processus démocratique de l'Union européenne. Un lieu où de grandes décisions ont été adoptées et seront encore adoptées cette année. Ce n'est pas un hasard si nous avons organisé l'événement jeunesse dans cette salle. C'est un lieu où les grandes décisions pourraient être influencées par ce que vous avez à dire dans le cadre de ce processus. Je voudrais vous faire quelques communications pratiques pour commencer. Tout d'abord, la session passe en live sur Internet, donc sachez-le. Nous avons l'interprétation en 4 langues pour cette session-ci. Nous avons l'allemand sur le canal 1, l'anglais, canal 2, le français, canal 3. Et pour cette occasion, nous avons le russe sur le canal 4. Sur les écrans derrière nous, nous avons un Twitter wall. Le hashtag, c'est EYE stream. Donc, si vous voulez écrire pendant que vous êtes dans la salle, vous pouvez communiquer avec ceux qui sont à l'extérieur de la salle. Donc, c'est tout pour les communications pratiques. Nous aimerions vraiment que cette session soit une session interactive le plus possible. Donc, nous n'avons pas l'intention de prendre la parole pendant trop longtemps. Donc, il faut que vous puissiez vous exprimer. Manifestez-vous de toutes les manières possibles. Sautez en l'air, agitez vos bras et vous aurez la parole. Alors, le sujet de cette session, c'est le courage en matière de droits de l'homme. Et je voudrais vous dire qu'au mois de novembre, ici même, nous avons eu la chance de rencontrer une jeune fille très courageuse, Malala Yousafzai, une jeune fille pakistanaise de 16 ans qui défend les droits des filles à l'éducation dans son pays. Je pense que vous connaissez son histoire. Elle est venue ici pour recevoir le prix Sakharov pour la liberté de pensée. C'est un prix annuel du Parlement européen pour la reconnaissance de ceux qui luttent pour les droits de l'homme. Elle était à ma place. C'était une petite figure habillée d'orange au milieu de cette salle de députés européens qui a parlé avec beaucoup de conviction de son histoire. Et c'était vraiment quelque chose de remarquable pour moi. Et c'est de ces gens courageux que nous allons parler aujourd'hui. Elle poursuit son combat. Cette semaine, elle a participé à la campagne internationale pour aider les jeunes filles nigérianes qui ont été kidnappées au Nigeria. Malala est une de nombreuses personnes de par le monde qui se battent, qui luttent pour les droits de l'homme. Certains d'entre eux ont reçu le prix Sakharov. Les lauréats du prix Sakharov ont formé un réseau pour se soutenir et participer à la lutte pour la promotion des droits de l'homme dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés 2 des lauréats du prix Sakharov. Ils représentent des organisations qui ont reçu le prix Sakharov. Ils connaissent vraiment la question. Ils ont beaucoup d'histoire et d'expérience. Je voudrais vous les présenter. À ma gauche, Kirill Koroteyev, qui représente Memorial,
qui est une organisation russe de la défense, pour la défense des droits de l'homme. Cette organisation a été la lauréate du prix Sakharov en 2009. Et à cette occasion-là, nous avons reçu Ludmila Alexieva, Oleg Orlov et Sergei Kovalev, 3 personnalités immenses qui sont venues ici pour recevoir le prix Sakharov. Kirill est avec nous aujourd'hui. Il est le juriste, l'avocat de l'organisation. Il représente cette organisation et il suit les différentes affaires de la Cour européenne des droits de l'homme qui se trouve ici à Strasbourg. Donc ce n'est pas une institution européenne, elle est intégrée au Conseil de l'Europe. Le président Buzek, qui était président du Parlement à l'époque, a prononcé un discours en disant que, en accordant ce prix à Mémorial, nous espérons, le Parlement européen espère promouvoir les droits de l'homme dans la Fédération de Russie et pour exprimer le message que tous les citoyens du monde doivent bénéficier du droit à la liberté de parole et d'expression. Mémorial essaye de préserver la mémoire et parle des répressions subies par les citoyens soviétiques pendant le régime soviétique. À ma droite se trouve Olivier Basile, qui représente Reporters sans frontières. Il est le fondateur de la section belge de Reporters sans frontières, qui défendent le droit à l'information et le droit des journalistes, et tous les citoyens d'ailleurs, de s'exprimer, de dire la vérité, d'être libre de s'exprimer. Olivier est belgo-français de nationalité, il est directeur général de Reporters sans frontières pour la Belgique. Cette organisation suit donc la situation en matière de liberté de la presse dans le monde et suit les cas de journalistes ou de citoyens qui ont été tués ou emprisonnés de par le monde. En 2014, 17 journalistes dans le monde ont trouvé la mort en exerçant leur profession. 9 citoyens journalistes ont trouvé la mort. 173 journalistes se trouvent en prison et presque autant de journalistes citoyens du net. L'organisation dont Olivier est directeur général s'occupe aussi de la liberté, des libertés dans le monde. Et lorsqu'on voit comment sont classés les pays dans le monde, on peut parfois être surpris. Il y a 5 pays de l'Union européenne qui se trouvent très mal classés sur cette liste et je crois que cela devrait nous inciter à voir un peu ce qui se passe chez nous, comment se passent les choses dans l'Union européenne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je me contenterai de présider la discussion à partir de maintenant. Je vais donner la parole à nos 2 intervenants de se présenter, de nous dire quelques mots, et puis nous passerons à la partie interactive de notre débat. Et nous recevrons aussi des questions par Twitter. Kirill. Merci. Je suis ravi d'être ici. Il est bon d'être dans la compagnie d'autant de jeunes. C'est-à-dire dans la compagnie de jeunes comparables à ceux que je rencontre dans les tribunaux de Moscou. Il s'agit en fait de manifestants, de jeunes manifestants contre l'oppression, contre la guerre, et qui sont arrêtés de façon routinière et qui sont détenus au centre même de Moscou. Et il remplirait plusieurs dizaines de tribunaux moscovites. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait parce que plus il y a l'observateur dans un tribunal, plus cela contraint les juges à faire preuve
de raisons. Olivier et moi-même, nous représentons deux ONG qui ont reçu, en des temps différents, le prix Sakharov. Prix qui est décerné en l'honneur d'un Russe, Andreï Sakharov, qui est un chercheur nucléaire de haute volée et qui a fait avancer la technologie militaire de l'époque et qui ensuite s'est mis en voie critique du régime soviétique, car il avait compris que ce qu'il faisait pouvait détruire toute la planète. Donc non seulement il est devenu un critique du gouvernement, mais il a également avancé des idées pour la coexistence pacifique des différents régimes sociopolitiques. Il a mis en avant le respect des droits de l'homme de tous sur la planète. Et de ce fait, il a été persécuté. Il a été envoyé en exil. Et c'est son retour d'exil à Moscou qui a marqué le point de départ de la perestroïka et qui a conduit à l'effondrement du régime soviétique et à l'avènement du régime démocratique. Le prix au mémorial a été octroyé en 2009. En 2009, nous avons perdu une collègue, Natalia Stimerova, qui dirigeait le bureau de Grozny de Mémorial. Sa fonction était de suivre la situation des droits de l'homme en Tchétchénie, de procéder à une collecte d'éléments de preuve, d'informations sur les abus des droits de l'homme. Le 15 juillet 2009, elle a été enlevée sur le pas de sa porte et on l'a retrouvée morte quelques jours plus tard. Mais grâce à son travail, beaucoup des abus commis par des responsables russes, par des militaires russes, ont été mis à jour. Et les informations qu'elle avait collectées ont conduit à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, défendant les droits des victimes et se prononçant contre l'État russe. Maintenant qu'elle n'est plus parmi nous, il y a les groupes conjoints mobiles pilotés par le comité Nijni Novgorod contre la torture et le but c'est de faire fructifier le legs qu'elle nous a laissé. Ils ont obtenu beaucoup de résultats dans leurs tentatives. Ils ont pu obtenir des preuves quant à ce qui se passe actuellement en Tchétchénie. Alors, c'est un dossier qui a un peu disparu des radars. C'est vrai qu'il n'y a pas de conflit armé, mais il y a une dictature qui ne tolère aucune opposition de quelque forme que ce soit. Je pense également à quelqu'un d'autre, dont vous n'avez peut-être jamais entendu le nom. Il s'agit de Yelena Rybiliana. Elle est morte dimanche. Il y a eu toute une série
de cas d'extradiction et des gens d'Ouzbékistan et d'autres pays d'Asie centrale se sont tournés vers elle lorsque ces personnes étaient menacées d'extradition vers leur pays d'origine où la torture les attendait. Et elle a eu à entendre des dizaines d'affaires de ce type, devant les tribunaux nationaux, également devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et il y a eu également des dizaines d'arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, concluant que la procédure appliquée par la Russie concernant l'extradition est entachée d'erreurs de droit. Elle a défendu des Ouzbeks et des Kirghizes mais lorsqu'on défend les personnes qui sont ressortissantes de ces pays ou de l'Asie centrale de façon générale, il y a des risques de représailles et de façon générale, cela trouve un écho négatif dans la population parce que cette population reste assez raciste. Malgré l'action des services de sécurité, malgré l'action de l'appareil d'État, malgré cette condamnation décrétée par la société en général, elle a agi de façon professionnelle et de façon plus professionnelle que ne le feraient beaucoup d'avocats. Alors je ne vais pas m'étendre, je vais conclure en disant que bien évidemment le courage s'est manifesté devant les tanks de la place Tiananmen. J'espère que vous avez à l'esprit ces images. C'est une forme de courage. Mais le courage, c'est également faire son travail au quotidien, de façon routinière, dans un cadre professionnel. Il s'agit de faire en sorte que chaque détail, chaque élément de preuve sera collecté et présenté à des tribunaux, de façon à ce que lorsque l'on porte cette question devant la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des mesures efficaces qui sont prises pour protéger les victimes. Et pour cela, il faut renoncer à une part de son confort. On doit parfois effectuer des missions exploratoires nocturnes, comme Elena le faisait. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui travaille sur les droits de l'homme en Russie, cette personne est probablement un exemple. Il s'agit de bien faire son travail, malgré ce que les autorités vous font, malgré les problèmes liés à votre sécurité. Vous agissez ainsi parce que vous pensez que c'est la chose à faire, et c'est un encouragement à toutes les personnes concernées. Merci. Olivier, to say something first and then... On donnera la parole à Olivier d'abord et puis on passera aux questions. En français, comme ça, nous aurons tous le courage de voir aussi que nos différences linguistiques peuvent se prononcer. C'est d'abord un privilège, je pense autant pour vous que pour nous, d'essayer de vous parler de quelque chose d'aussi compliqué que le courage. Je crois que c'est aussi rare que l'intelligence à trouver. Moi, ça fait 20 ans que j'ai la chance, non pas d'en avoir, mais de défendre des gens qui en ont. 20 ans que nous voyons des visages, des noms sur des différents pays, différentes contrées, des journalistes bien sûr, mais aujourd'hui tout simplement des nets citoyens, des sources d'information, des gens un peu comme vous et moi qui se retrouvent pris dans la tourmente de leurs engagements et tout particulièrement de ce qu'ils osent faire. S'il y a une chose de commun depuis 20 ans que tous ces gens-là me disent au-delà de leurs différences religieuses, linguistiques ou autres, c'est qu'il n'y a pas à avoir honte de ce qu'on pense.
Et ça paraît basique, mais je pense que c'est d'abord ça, le courage, c'est d'assumer, d'avoir l'envie de penser et de rester un peu sur ses convictions. En étant disposé, bien sûr, à en changer, mais d'avoir le courage de rester dessus. Et de ne pas commencer à imaginer, d'avoir honte de ce que l'on est, de ce que l'on pense, quelles que soient ces différences-là. D'ensuite, de ne pas attendre des autres qu'ils l'aient. Et dans beaucoup de pays, on s'est retrouvé dans des situations où les gens reconnaissaient que si peut-être l'un avait parlé plus fort que l'autre, les choses auraient changé peut-être beaucoup plus vite. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est commun à nous tous. Enfin, ce qui devient plus inquiétant, et Clark l'a dit dans son introduction, c'est qu'en matière de liberté d'information, on se retrouve aujourd'hui avec, je dirais, près de la moitié des pays de l'Union européenne qui sont au milieu d'un classement en matière de liberté de l'information et d'expression, on va dire. Et ça, c'est une preuve évidente que nous commençons à en manquer sérieusement de courage au sein même de l'Union européenne. C'est un signal qu'on peut, non seulement qu'on ne peut pas tolérer, parce qu'il n'y a rien qui explique spécialement ça, c'est un signal dangereux, parce qu'encore une fois, et ça fait partie de cet hémicycle-là, mais c'est votre génération, la mienne a encore plein de choses à faire, c'est une évidence, mais vous allez devoir faire face, vous, à de tels changements auxquels personne n'a jamais été préparé, et votre génération va poser des bases énormes à toute cette révolution numérique et autres en matière de liberté d'expression, en matière de liberté d'information, et en règle générale, le courage se mesure surtout dans la liberté d'expression. Et si on regarde l'ensemble des indicateurs, ils sont plus au rouge qu'au vert. Et ça, à 2 semaines ou 3 semaines des élections européennes, dans les projets qu'on est en train de nous proposer, c'est quelque chose qui, moi, me paraît être plus qu'alarmant. Et je mets plus mon espoir finalement en vous qu'en notre génération qui n'a pas été capable justement de faire en sorte que ces chiffres soient meilleurs. Encore une fois, c'est plus dans une discussion et une interaction avec vous qu'on souhaite le faire. Donc moi, je m'arrêterai là parce que je n'ai pas plus de discours moralisateur à vous donner. Si ce n'est que, encore une fois, le courage, c'est de penser et de dire ce qu'on veut. D'abord, de prendre ses droits tout seul, et après collectivement, mais d'abord tout seul, sans attendre qu'une organisation, sans attendre qu'une structure, sans attendre que, quelle que soit cette structure, le fasse pour vous. Et ce faisant, je pense qu'on pourra améliorer peut-être ce classement. Merci beaucoup. Bon. Merci aussi à toi, Olivier, pour cela. Alors, straight away, is anybody... Alors, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Le 412. Allumez votre micro. C'est vraiment un des sujets qui me tiennent à cœur. Le courage civil, le courage de dire non lorsque les choses se passent mal. Il y a beaucoup de journalistes très respectables qui parcourent le monde pour nous informer sur ce qui se passe dans le monde. Mais je voudrais attirer l'attention sur les petits exemples, entre guillemets, de courage civil. Il s'agit de ce qu'on appelle l'acte de courage civil. C'est-à-dire que si vous êtes témoin d'un crime, vous êtes sanctionné comme si vous étiez l'auteur du crime. Donc vous avez l'obligation légale d'intervenir. Alors personnellement, je pense qu'on ne peut pas imposer le courage. Le courage doit venir de la société, doit être le fait de la société et surtout de nous, de la jeune génération, qui doivent dénoncer l'absence de courage. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Que doit-on faire, d'après vous, pour que notre société devienne plus courageuse et plus solidaire? Merci. Merci beaucoup.
I'll ask Olivier to comment on that one first. Je vais demander à Olivier de réagir à cette question. Qu'on puisse pas mettre le courage dans la loi, c'est évident. En revanche, qu'on puisse organiser par la loi le fait qu'on nous force à ne plus en avoir, ça c'est possible. Et je dirais que, encore une fois, au sein de l'Union européenne, pas spécialement cet hémicycle-là, mais de plus en plus, d'un point de vue civique et d'un point de vue juridique, on nous organise au niveau texte et obligations tout un ensemble de lois pour nous empêcher de le faire. Je vous prends pêle-mêle des exemples qui viennent, encore une fois, de pays européens, où on revient sur l'accès aux données publiques, où vous avez des projets de loi, notamment en Roumanie, où on vous dira qu'il faudra publier 50% de nouvelles positives ou négatives, sans vous expliquer spécialement pourquoi 50% et qu'est-ce qu'une nouvelle positive ou négative. On reviendra sur tout un ensemble de lois qui, sur le plan numérique, sur le plan de l'information, mais également sur votre propre capacité à vous exprimer sur une multitude de sujets. Communautarisé, pas communautarisé, un pays ou l'autre. Et finalement, on nous vend une Europe politique et 500 millions d'Européens qui appartiennent à une même famille. Or, sur des choses de base, notamment pour les journalistes, la protection, par exemple, des sources, qui est la base du travail journalistique, n'est pas la même dans les 28 États membres. Ce qui veut donc dire que d'un point de vue journalistique, on n'a déjà pas les mêmes droits, avec les répercussions qu'il y a pour vous. Donc, évidemment que c'est jamais dans un hémicycle, au niveau juridique, qu'on arrivera à traduire ça au niveau courage. En revanche, on pourrait attendre de nos représentants, au moins, qu'il n'y ait pas de loi qui aille à l'encontre de ça. Que des lois ne puissent pas toujours l'aider, je peux le comprendre, mais qu'on nous organise par la loi la censure légale de nos propres opinions, alors ça commence à devenir un problème. Or, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le monde entier, c'est sûr, mais c'est ce qui se passe aussi au sein même de nos propres pays, dans le domaine de l'information, comme dans le domaine parfois de la recherche, en ce compris dans certaines universités, en ce compris sur les médias. Donc voilà, c'est une très bonne question que vous posez. Je n'ai pas une réponse directe comme ça en vous disant j'ai la solution. En revanche, ce que je vois, c'est qu'on ne va pas spécialement vers quelque chose qui va nous protéger en matière de liberté d'expression. On a une régression dans ce domaine, en permanence. On a une régression dans l'humour, on a une régression dans ce qu'on s'autorise à dire ou pas. Alors après, évidemment, il y a des échelles de valeur, mais de plus en plus, le niveau d'autocensure dans la presse, notamment, pour une multitude de raisons, mais le niveau d'autocensure global au sein de l'Union européenne augmente. Je ne sais pas si dans la société ça augmente ou pas. Ce que je sais, c'est que l'ensemble de ces gens se retrouvent sur Internet parce que dans tout un ensemble de supports, ce niveau d'autocensure ne le permet plus. Et c'est ça qui fait en sorte que la blogosphère a un tel succès, ou les Twitter, etc. C'est pas seulement parce que c'est technique, c'est parce que pour l'instant le vide juridique ou les possibilités laissées sont telles que là, les choses se déplacent. Vous avez des pays comme la Bulgarie, où il n'y a pas un seul journaliste qui peut travailler dans un média, on va dire, indépendant et libre. Et donc beaucoup de ces journalistes se retrouvent sur Internet pour pouvoir mener leurs enquêtes ou publier, avec le gros problème évidemment que ce n'est pas un modèle économique qui leur permet de vivre. Et ça, c'est ouvrir encore une autre boîte. Okay, thanks very much. Merci beaucoup. D'autres interventions? D'autres demandes de parole? Le 408. Bonjour. Je voudrais vous poser une question sur le rapport Estrella sur l'avortement. C'était un texte non contraignant, mais il semble qu'au mois d'octobre l'année dernière, ce rapport a été rejeté par le Parlement européen. Que pensez-vous de cette tendance à l'encontre de l'avortement et de la contraception en Europe? Est-ce que vous avez compris ma question? Je voudrais savoir ce que pensent les deux intervenants sur la limitation de l'avortement en Europe. Kirill? Oui, si j'ai bien compris votre question. Bon, je ne peux qu'exprimer mon avis personnel sur la question.
Et cet avis est que moi, je suis bien sûr plutôt favorable à ces mesures plutôt que de dire que je suis contre. Moi, je n'apprécie pas beaucoup que les autorités prennent des décisions sur ce genre de questions comme l'avortement et la contraception, plutôt que ce soit les citoyens qui en décident. Bon, dans la perspective de la Russie, je dirais que chez nous, ce genre de mesures bon, il y a eu des mesures limitant l'avortement qui ont été adoptées il y a quelque temps, mais aussi d'autres mesures de nature conservatrice, notamment par rapport à ce qu'on appelle la propagande homosexuelle en Russie, à savoir que une personne n'a pas le droit de dire quoi que ce soit qui ne soit pas critique des droits des homosexuels et des lesbiennes. Ces mesures ont été adoptées en Russie il y a quelque temps et sont soutenues aussi parmi la classe politique européenne, ce qui est assez troublant. Et je vous encourage à ne pas laisser passer ce genre de mesures en Europe, pour que l'Europe ne puisse pas justifier sa propre situation en prétendant que ce genre de choses se font aussi en Europe ou aux États-Unis. Merci. J'ai de l'admiration pour ceux qui président l'hémicycle et j'ai de plus en plus d'appréciation pour leur travail. C'est assez difficile d'avoir une vue d'ensemble de l'hémicycle. 308, 421. Alors, je ne vois pas votre numéro d'ici. 340, c'est ça? Très bien. Micro, s'il vous plaît. Ja, okay. Ja, ich hätte eine Frage. Oui, j'ai une question à poser à Monsieur Korochev concernant la Russie, parce que actuellement, la Russie est dans l'actualité. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, j'aimerais savoir comment est-ce que vous appréciez la situation des droits de l'homme en Russie. Est-ce que vous vous sentez persécuté, menacé par le régime en place? Et puis, une autre question. En tant qu'activiste des droits de l'homme, est-ce qu'on peut agir de façon productive, efficace? Comment se déroule votre travail là-bas? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le même thème? Très bien, alors on va donner la parole à Kirill pour qu'il puisse répondre. Alors, désolé, je ne peux pas répondre en allemand. Je vais donc répondre en anglais. Alors, pour ce qui est des affaires judiciaires, on peut être extrêmement productif en Russie. En février seulement, il y a eu 1000 arrestations. Donc, il y a matière représentant des mandats. En fait, il y a plus d'affaires qu'on ne peut réalistement traiter. Je pense qu'il n'y a pas de haine ad personam de la part des autorités russes. Ce qu'ils souhaitent éviter, c'est toute forme d'opposition. D'où que l'opposition vienne, de moi ou de quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une loi dite Foreign Actions Act. C'était une loi qui disait que toute ONG recevant des deniers venant de l'étranger étaient des espions. On a prévu un enregistrement de ces ONG, toute une série de procédures administratives, ce qui risquerait de peser énormément sur l'activité de ces ONG.
Et donc, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on est amené à se défendre soi-même plutôt que de défendre ses clients. Par exemple, lorsque des gens sont soumis à des actes de torture ou alors des gens sont envoyés en Ouzbékistan pour y être torturés, ou alors des militants des LGBT qui sont arrêtés parce qu'ils manifestaient pour l'égalité ou pour autre chose. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Lorsqu'on est amené à se défendre, eh bien, il est extrêmement difficile de faire le travail de plaidoyer les droits de l'homme qu'on est censé faire. Mais personne nous avait annoncé une sinécure. Donc, nous avons survécu dans l'environnement dans lequel nous mouvons, même si les choses ne font qu'empirer. Prenons un exemple. Il y a 2 ans, on ne pouvait pas être arrêté dans tous les cas. Et puis on sait ce qui s'est passé en février et en mai de cette année. Malheureusement, je pense que les choses risquent d'empirer. Aujourd'hui, on est dans une meilleure situation que demain. Could I go to 41, please? Alors, 41. Je voulais juste rebondir tout à l'heure sur la censure en Europe au sein de l'Union européenne des journaux et des médias. Est-ce que cette censure qui grandit et qui ne s'arrête pas de grandir, elle n'est pas liée aux évolutions considérables de la médiatisation Internet qui existe partout? Est-ce que ce ne serait pas une mesure de protection que certains gouvernements voudraient prendre face à cette rapidité d'information qu'on a aujourd'hui sur la toile? Sounds like one for you, Olivier. Olivier, c'est pour vous. Non, je crois pas. Je crois que les deux choses sont complémentaires. C'est pas Internet qui amène la censure. C'est plutôt le contraire. C'est qu'Internet nous permet de la contourner d'abord dans les pays tiers, et puis maintenant, désormais, malheureusement, dans les pays de l'Union européenne, on en a besoin pour ce faire. Je dis pas que tous les médias, évidemment, sont dans une situation désastreuse, mais ce n'est pas tant Internet et la rapidité de la chose qui fait que l'autocensure augmente. C'est une addition de facteurs. On nous dit c'est économique, c'est en partie vrai, et en partie seulement. C'est aussi parce que, encore une fois, c'est même la devise d'un journal français, c'est que la liberté de la presse ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et le gros problème, c'est justement de se demander si on continue encore à s'en servir. Est-ce qu'on est prêt, nous, citoyens européens, à soutenir également ça? Encore une fois, c'est d'abord une question de carcan dans lequel on évolue. Je vais vous prendre un exemple. Il devient impossible au sein de cette Assemblée de parler de la situation de la liberté de la presse dans un État membre. Il y a la Hongrie, bien sûr, qui est le plus grand cas, mais il y a énormément de situations où ici se votent plein de résolutions, à juste titre d'ailleurs, et que nous soutenons et que nous ne pouvons que féliciter, sur tout un ensemble d'États tiers par rapport aux situations de liberté d'expression. En revanche, il va être extrêmement compliqué, voire impossible, d'avoir ici un débat sur la liberté de la presse dans les États membres, et à plus forte raison d'obtenir une résolution venant la condamner. Des exemples comme ça fait 20 ans qu'on en a, ça fait 20 ans qu'on essaie de le faire, c'est devenu politiquement impossible, pour une multitude de raisons. La censure auquel je fais référence, et plus exactement l'autocensure, elle vient aussi du fait que, bien sûr, encore une fois, les journalistes mettent en perspective des sources avec son lectorat. Aujourd'hui, pour citer celui que j'ai devant les yeux, le Twitter agit comme l'AFP. Moi, j'ai vécu un temps de l'information où l'AFP n'était accessible que par rapport, c'était très cher, et il n'y avait que les professionnels qui l'utilisaient. Aujourd'hui, Twitter est gratuit et tout le monde peut s'y abonner. Et vous recevez de par le monde un flux d'informations
que les journalistes utilisent également. C'est-à-dire vous recevez une grande partie de l'information sur lesquelles les journalistes s'appuient pour travailler. Autrement dit, vous recevez pratiquement la même chose. Et la valeur ajoutée de ce travail serait en effet et reste globalement, en tout cas dans certains pays, très utile, mais s'effioche au fur et à mesure, ou à tout du moins, est rendu de plus en plus compliqué par l'addition de facteurs personnels d'abord, de formation, ensuite de situations économiques, de situations juridiques, et encore une fois, tout ça ne va pas vers un mieux. Au contraire, plus ça s'installe, et plus on pousse, notamment juridiquement parlant. Donc non, je crois que l'Internet est plutôt une chance pour nous. Évidemment, elle remet en question tout le modèle économique du journalisme, mais bon, ça, c'est dans une multitude de secteurs. Vous avez, aujourd'hui, je lisais un bouquin où on vous dit que les traders vont disparaître parce que l'Internet va changer la donne dans ce milieu. Donc, forcément, l'apparition de ça a changé tout le modèle économique, en ce compris du journalisme, mais ce n'est pas Internet qui est responsable de la censure. Okay, just a little... Juste avant de prendre la prochaine question, je voudrais voir un peu ce qui se passe sur Twitter. Il y a pas mal de gens qui évoquent le besoin de balayer devant leur porte, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Union européenne, voir ce qui se passe dans les pays européens. Et pas parler seulement de ce qui se passe en Chine, en Iran ou en Russie, mais aussi dans les États membres de l'Union européenne. Que faisons-nous pour vraiment défendre les droits dans l'Union européenne? Est-ce qu'on ne doit pas sanctionner les pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés? Alors, je crois que ça a été un peu provoqué par ce que vous avez dit, Olivier. Et puis, nous avons une question très intéressante, qui est de savoir comment lutter contre la violation des droits de l'homme par la parole, s'agissant d'un opposant très puissant dans le cas des États. We'll move to the next question now. We could come back. Alors, on reviendra sur ces questions tout à l'heure. On va voir s'il y a d'autres questions dans ce sens dans la salle. Mais il y a certainement une tendance très nette qui se dégage sur Twitter. Je crois que c'est le 406 qui a demandé la parole. Non, le 340. Bonjour. Je voudrais poser une question sur le journalisme. Comment les gouvernements et la société doivent réagir lorsqu'un journaliste se rend dans un foyer de tension où ses droits risquent de ne pas être protégés et l'empêcher d'être enlevé. Récemment, il y a eu le cas de journalistes enlevés en Ukraine. Est-il possible de faire en sorte que ces journalistes soient protégés, qu'ils ne soient pas assassinés ou enlevés juste parce qu'ils font leur travail et qu'ils veulent faire leur travail de journaliste pour rendre compte de ce qui se passe dans le monde? L'assurer, c'est pas possible. En tout cas, rappeler d'abord à toutes les gens qui sont partis du conflit que la presse fait partie des populations civiles. C'est devenu très compliqué parce que pour tout un ensemble de gens, aujourd'hui, être journaliste, c'est venir d'un pays et donc c'est être le représentant de ce pays. C'est ça qui amène des kidnappings, c'est ça qui amène aussi le fait que vous êtes anglais, vous représentez les intérêts du gouvernement anglais. Et ça vaut pour la presse américaine, ça vaut pour toute autre presse. Ça, c'est devenu très compliqué. Pendant tout un temps, les journalistes étaient les bienvenus dans tous les mouvements de guerre, dans tous les groupes armés, dans tous les groupes terroristes, pour une raison très simple. Ces groupes trouvaient là un relais médiatique inespéré. C'est-à-dire que vous pouviez rencontrer n'importe quelle guérilla, vous étiez protégé pendant 2-3 semaines et vous faisiez un reportage avec des photos, vous reveniez avec ça. Bien sûr que vous ne racontiez pas l'histoire comme ça, vous la mettiez en perspective et vous aviez un regard critique là-dessus, mais il y avait très peu de situations où les journalistes étaient dans une situation de prise d'otage ou de conflit. L'Internet a changé la donne monumentale en ce sens où l'ensemble de ces groupes aujourd'hui ont la maîtrise complète de leur propre communication.
C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de la presse pour vivre médiatiquement, puisque à travers leur site web, leur blog, leur compte Twitter, ils organisent eux-mêmes leurs messages 24 heures sur 24, accessibles en permanence. Et dès lors, le journaliste qui arrive, au contraire, devient non plus l'ami relatif à protéger, mais l'ennemi et la target potentielle pour justement créer et envoyer un signal clair à l'ensemble de la population. On n'a jamais dit, par exemple, chez Reporters sans frontières, on nous dit oui, mais la mort d'un journaliste, c'est pas plus dramatique que la mort de n'importe quelle autre victime civile. C'est évidemment vrai. Sauf que les conséquences pour les populations locales sont toujours extrêmement différentes. Pourquoi? Parce que la mort ou le kidnapping de journalistes, en règle générale, font en sorte que la presse internationale se pose beaucoup de questions de savoir si on doit continuer à y aller, avec tous les risques que vous avez soulignés. Et on peut bien sûr faire un contexte légal, et il y en a. Il y a des lois, l'ONU assure un carcan juridique là-dessus, encore une fois, qui vaut le coup d'être souligné. Mais quand vous êtes sur un conflit syrien, les lois internationales n'engagent que ceux qui veulent bien encore les respecter. Et ça, qui plus est, nos propres gouvernements, de temps en temps, ne les respectent pas. Le conflit au Mali, qui a été fait par l'armée française, a été fait dans un quasi blackout de l'information organisé. Il n'y avait qu'une seule chaîne, la chaîne publique, qui à un moment donné pouvait aller sur le front. Donc, encore une fois, c'est deux poids, deux mesures. Je ne sais pas comment. Nous, on apporte une aide matérielle en fournissant des gilets pare-balles, un certain nombre de choses de protection à tous ces acteurs-là, en ce compris désormais à des blogueurs, parce que, encore une fois, le monde a changé. Mais il est très compliqué, en effet, d'assurer ce rôle-là, et il est devenu d'autant plus compliqué que les journalistes sont, en règle générale, le relais de témoins. Et par voie de conséquence, comme très souvent, un conflit, moins il y a de témoins, moins il y a de preuves, mieux c'est. Et, pour terminer là-dessus aussi, et pour peut-être compléter la question précédente, le thème est quand même le courage. Il y a une affaire que vous connaissez tous, qui est l'affaire Snowden. Je voudrais juste qu'à un moment donné, on comprenne bien ce qu'on est en train de faire au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire, voilà quelqu'un qui nous a expliqué à quel point l'espionnage de nos données de l'ensemble de l'Union européenne fonctionnait, et à qui nous n'avons pas été foutus de donner l'asile politique dans un des 28 États membres, et qui aujourd'hui trouve l'asile politique dans la Russie de Poutine. Si on veut parler courage, ça devrait interpeller votre génération dans ce qu'est aujourd'hui notre situation de temps en temps droits de l'homme. Bien sûr que l'Europe fait beaucoup dans ce domaine, mais en même temps, imaginez le symbole qu'on a envoyé au monde en disant que la personne qui nous explique que deux partenaires, en l'occurrence américains et européens, parce que là on n'est pas en train de parler de régimes dictatoriaux avec lesquels on a des intérêts économiques, on est en train de parler d'égal à égal. En tout cas, c'est ma conception de la chose. Eh bien, le type qui nous le dit, on n'a pas été foutu, alors qu'on en accueille par le monde, de venir le faire venir ici. Ça, à mon sens, ça nous montre qu'on a un problème de courage. Okay, I'm guessing we're going to come back to... Je pense qu'on aura encore l'occasion de reparler de M. Snowden. Alors, on va revenir un peu sur la Russie et demander à Kirill à ce qu'on a trouvé sur Twitter. Comment aider quelqu'un qui se trouve en Russie et continuer à lutter contre les violations de droits de l'homme lorsqu'on est face à un adversaire très puissant. Bon, si vous voulez prendre la parole, levez la main pour qu'on puisse noter le numéro et on vous donnera la parole par la suite. 313, 305. Excusez-moi de vous appeler par les numéros, mais je n'ai pas vraiment le choix. 78, 728. Bon, on en a déjà beaucoup. On va prendre note pendant que Kirill prend la parole. Merci. On me pose souvent la question de savoir comment agir pour aider les gens en Russie. Vous avez beaucoup de possibilités. Vous savez que dans l'Union européenne, entre les pays européens, il n'y a pas de véritablement d'unanimité, de position unanime par rapport à ce qui se passe en Russie. Et
Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne soutiennent pas la politique de limitation des droits et des libertés en Russie et qui représente un véritable danger pour la société russe, d'après moi. Alors, bien sûr, la chose la plus importante à faire, c'est de ne pas laisser vos gouvernements, l'Union européenne, les États-Unis, les pays d'Asie ou d'Afrique, de ne pas les laisser adopter des lois sous quelque prétexte que ce soit, lutte contre le terrorisme, lutte contre le blanchiment d'argent, etc., de ne pas adopter des mesures, des lois qui limitent les libertés, les droits à un procès équitable ou tous les autres droits fondamentaux. Car à chaque fois que les libertés, les droits sont limités dans l'Union européenne, aux États-Unis, le gouvernement russe, ou même le gouvernement chinois, d'autres gouvernements, en Asie centrale par exemple, en Afrique, vont se servir de ce prétexte pour justifier leur propre politique, alors, les mesures qu'ils ont adoptées, qui sont certainement beaucoup plus limitatives que celles de l'Union européenne ou des États-Unis. Donc ne laissez pas vos gouvernements restreindre, réduire vos droits, les libertés fondamentales. Pour ce qui est de ce qui se passe en Russie, tenez-vous au courant, cela vous permettra non seulement d'élargir vos connaissances du monde, mais aussi d'avoir accès à des sources, des moyens. Apprenez le russe, cela vous donnera l'occasion d'accéder à des sources que nous n'avons pas le temps de faire traduire. Il y avait une deuxième question. Comment combattre la force par de simples paroles? Eh bien, il faut que ces mots aient un sens, que ces paroles aient un sens. Des paroles qui fassent sens, qui peuvent servir de preuve, qui reflètent les violations des droits de l'homme et qui dénoncent cette situation de la façon la plus professionnelle, la plus correcte. Malheureusement, comme dans les années 60 et les années 70, non, heureusement, contrairement à ce qui se passait durant ces décennies, nous avons l'occasion de dénoncer la violation des droits de l'homme en Russie. Grâce à la Cour européenne des droits de l'homme, qui se trouve tout près d'ici, est un bon exemple de moyens d'agir qui n'est peut-être pas le plus efficace, mais lorsqu'il s'agit de lutter contre, en utilisant que des paroles et des mots, lorsque cela passe par la Cour européenne des droits de l'homme, ça peut être utile. Même si on n'arrive pas à supprimer cette force, au moins on peut la dénoncer. La Cour européenne des droits de l'homme a adopté au moins 200 résolutions sur la violation des droits de l'homme en Tchétchénie. Et cela contribue à garder une trace de ce qui s'est passé durant cette terrible guerre en Tchétchénie en 1999. Le simple fait que cette institution existe, la Cour européenne des droits de l'homme, fait passer le message qui dit que ces violations des droits de l'homme ne passeront pas ainsi et que elles seront sanctionnées. Merci. Très bien, nous allons vous redonner la parole. 406, ça fait longtemps que vous attendez. Hello, I have a question regarding
J'ai une question concernant le manque de liberté de la presse en Érythrée. En 2001, un grand nombre de journalistes d'opposition érythréens ont été emprisonnés. Seyum Sayana de la CNN et Daoud Issac, citoyen suisse, figuraient parmi eux. Et ils sont encore en prison. Que devrait faire l'Union européenne? Et serait-il possible de faire libérer ces prisonniers de conscience? C'est très bizarre et en même temps je salue parce que c'est très rare que dans un hémicycle comme ça on nous parle de l'Érythrée. C'est tout à votre honneur et je suis juste abasourdi parce qu'en règle générale c'est nous qui parlons d'un pays comme celui-là et personne ne connaît la situation. En fait, chaque année, chez Reporters sans frontières, on a un problème de savoir quel est le pire des pays entre la Corée du Nord et l'Érythrée. Et c'est souvent l'Érythrée qui gagne. Parce que le régime est tout simplement, on ne parle même plus de régime, celui de Isaias est juste, la répression qu'Isaias fait dans son pays, et pas seulement sur les journalistes, sur l'ensemble, est juste inqualifiable. Et c'est un vrai problème parce que c'est un problème de toute la Corne de l'Afrique. C'est un responsable en grande partie de la déstabilisation de toute cette branche, avec toutes les conséquences que vous pouvez connaître. C'est beaucoup d'Érythréens qui remontent. Il faut quand même voir ce que les Érythréens aujourd'hui vivent. C'est des gens qui arrivent à traverser l'Afrique à pied jusqu'en Libye pour essayer de rejoindre l'Union européenne. Ils le font également vers Israël en traversant des déserts dans des situations ahurissantes. Et en effet, voilà un pays, alors évidemment qu'on peut comprendre que l'Union européenne a des difficultés à challenger la Russie ou la Chine, parce que bon, on peut comprendre que ça soit compliqué. En même temps, sur l'Érythrée, voilà un pays qui vit de trois choses. Il vit du racket de la diaspora au sein même des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que le système fait que les gens du gouvernement viennent dans l'Union européenne avec des visas, alors que nous ne pouvons pas y aller. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement les ONG, c'est les députés européens. Mais ces gens-là viennent et organisent le racket depuis des années dans les ambassades de toute la diaspora qui doit payer, sinon la famille le payera localement. Voilà un pays qui vit depuis des années sur le détournement évident de l'aide européenne au développement, mais évident, sans aucun monitoring pratiquement possible. Voilà un type qui se balade en permanence, librement, sur le sol européen, et voilà un pays dans lequel aucune organisation internationale, ONG ou autre, pas même la Croix-Rouge, ne peut aller visiter les prisons d'Asmara, sans parler d'Eraero, et on nous explique que oui, ça fait 15 ans qu'on nous explique ça, que oui, on avance. Or, vous avez signalé en effet qu'il y a un citoyen européen qui a été nominé 2 fois pour le prix Sakharov, et les autorités érythréennes disent aux autorités européennes, il n'est pas suédois. Enfin, fermez le banc. Ce n'est pas un sujet de discussion. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre l'Érythrée? Évidemment que oui. Est-ce qu'on peut le faire dans cet hémicycle? La seule chose qu'on a fait ici depuis plusieurs années, c'est qu'on vote la même résolution, le même texte chaque année. On fait une copier-coller et puis on signe. C'est à saluer. Mais sur un pays comme celui-là, avec toute la responsabilité qu'il y a, notamment sur la Corne de l'Afrique, sur la Somalie, sur Djibouti, sur l'Éthiopie, il y a évidemment, et qu'on ne nous dise pas que c'est l'aide européenne qui, oui, pour peut-être encore 5% de la population, c'est possible. Mais pour le reste, c'est typiquement un pays sur lequel on devrait pouvoir agir. Et même là, on n'y parvient pas. Pour des raisons que personne n'est capable de vous expliquer. Okay, thank you. Merci. Alors, c'est mon rôle de dire qu'il nous reste 30 minutes. Il y a 8 personnes qui attendent pour poser leurs questions. Et par conséquent, il faut accélérer la cadence. Maintenant, il n'y a plus 8 personnes, mais 9. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui souhaitent intervenir. Donc, je vous encourage à faire preuve de brièveté. Nous allons prendre 3 questions à la fois et ensuite, on demandera aux 2 orateurs d'y répondre. Alors, nous allons commencer par vous, là-haut. Je pense que c'est le 797, c'est ça? Oui, j'ai une question à poser. On parle de liberté d'expression et de droits de l'homme dans l'Europe et dans le monde entier. Mais parfois, je regarde la télévision, je vois qu'il y a des homosexuels, des lesbiens, des bisexuels qui sont torturés et frappés par le gouvernement russe. Comment est-ce que vous pouvez
réagir face à ces actes de cruauté. Qu'en pensez-vous? Alors maintenant, nous allons entendre la personne assise au siège 315. Ça fait longtemps que vous attendez. Je vais poser la question en français. Monsieur Basile, tout à l'heure, vous avez conclu une de vos réponses par le manque de courage au sein de l'Union européenne. Je dois avouer que je me sens assez sensible et concerné par cette remarque. Mais ma question s'adresse aux deux invités. Auriez-vous un conseil, une expérience, un témoignage à nous souffler afin que nous cultivions ce courage dont nous manquons? Merci. Yep, and the next one. Orateur suivant, 305. J'ai une question, Cyril, qui est liée aux médias russes. Est-ce que c'est vrai lorsque l'on dit que certains médias sont bloqués? Et est-ce que c'est vrai qu'il y a une surveillance des médias sociaux tels que Contacté, Facebook ou Twitter? Quel est le niveau de gravité de la censure? To that, Alors, s'agissant de la deuxième question, je dirais une chose en citant un tweet. Comment est-ce que l'on peut encourager plus de personnes à s'engager comme Malala? C'est-à-dire comment faire en sorte qu'il y ait plus de courage, tous azimuts? Kirill? Merci. Alors, la situation des LGBT en Russie mériterait un débat autonome qui serait probablement aussi long que celui-ci. Le plus troublant, c'est que la loi la plus récente, qui porte sur, dit-on, la propagande homosexuelle, devrait conduire à des sanctions et à des amendes imposées aux LGBT. Et les orthodoxes conservateurs et les groupes nationalistes en profitent pour s'attaquer à toutes les manifestations en faveur de l'égalité, en faveur de l'égalité des droits des LGBT. Je suis impliqué dans une série d'affaires à Moscou et à Saint-Pétersbourg où la police n'a rien fait pour protéger les militants LGBT, n'a rien fait pour empêcher que ces personnes ne soient attaquées et frappées par des nationalistes, par des militants nationalistes, et il semblerait que la police russe partage également l'idée selon laquelle il ne devrait pas y avoir d'expression des LGBT, il ne devrait pas y avoir de liberté d'expression, pas d'égalité pour ces gens, du fait de l'orientation sexuelle. Alors c'est un problème énorme, c'est un problème en soi. Il y a eu une condamnation au pénal de quelqu'un qui avait attaqué des LGBT lors d'une manifestation, mais les sanctions appliquées étaient très douces. Et encore une fois, cela fait passer le message selon lequel on peut s'attaquer aux LGBT en toute impunité. Et c'est un sentiment contre lequel nous luttons en Russie. Nous luttons contre cette loi et contre la violence faite aux LGBT. Et puis je dirais qu'en Russie, il y avait beaucoup de gens qui ne se préoccupaient pas de l'égalité pour les LGBT. Et ces personnes, maintenant, défendent les droits des LGBT.
Alors ça, c'est encourageant. Si tant est qu'on puisse parler de courage dans cette situation cauchemardesque des LGBT. Question, comment cultiver le courage? Je ne l'ai pas bien compris peut-être, mais il me semble qu'il n'y a pas une solution passe-partout. Et chacun a une histoire à soi et certains, pour certains, et je crois que pour beaucoup de monde, c'est une réaction immédiate à quelque chose qui leur touche. Et ça peut être des choses tout à fait différentes, une fait d'injustice qui arrive à vous-même et après vous vous rendez compte que l'injustice causée à vous est juste l'exemple d'un système plus large où que vos convictions ne permettent pas à tolérer le traitement d'un autre groupe, par exemple, à lequel vous ne appartenez même peut-être pas. Mais généralement, je dirais que bon, chaque fois, vous voyez, vous comprenez que l'injustice, l'abus qui se passe, de se ranger de côté des victimes plutôt que de se ranger de côté des agresseurs. Donc, je veux dire que si vous apportez quelque chose aux victimes, c'est aussi, ça peut être gratifiant pour vous et vous encourager à le faire ensuite si des choses pareilles recommencent. As regards Russian media, Concernant les médias russes, il y a plusieurs sites plusieurs blogs qui ne sont peut-être pas très suivis, mais ce sont des sources d'informations très importantes. Ce qui est bien sûr ennuyeux pour le pouvoir. Et nous avons les moyens techniques pour débloquer ces sites qui sont en fait bloqués par le pouvoir, mais nous avons des médias indépendants comme lenta.eu ou d'autres médias encore qui ont reçu des pressions indirectes, non pas de la censure, mais par le retrait de diffuseurs de leurs contrats, par le fait qu'ils ont dénoncé leurs contrats. Des questions qui, en principe, étaient dues au fait que le gouvernement ne supporte aucune sorte d'opposition et qui restent quand même des sources d'information indépendantes. Il est fréquent que les médias russes soient contrôlés de la sorte plutôt qu'on leur impose directement la censure. Pour ce qui est des médias sociaux et la blogosphère, comme LiveJournal par exemple, ils sont suivis et contrôlés de près. Mais en septembre, il y aura une affaire qui sera traitée par la Cour européenne des droits de l'homme, où il s'agit de la législation russe sur le contrôle de l'Internet. Et l'affaire NSA, rendue publique par M. Snowden, montre que la NSA a des moyens très limités comparés aux services de sécurité de la Fédération de Russie.
Je crois savoir que du point de vue technique, il est beaucoup plus difficile de contrôler les messages privés sur Facebook ou Twitter. Actuellement, il y a un projet de loi devant le Parlement russe pour obliger les réseaux sociaux étrangers à autoriser les services de sécurité russes d'accéder à leurs serveurs en Russie ou ailleurs. Ou alors les interdire purement et simplement. Espérons qu'il n'en sera rien. Que cette législation ne passera pas. Mais en Russie, on peut s'attendre à l'adoption des mesures les plus restrictives qu'on puisse imaginer. Ce qui veut dire que sur Facebook, vous ne pouvez écrire que des choses qui peuvent être rendues publiques. Donc, il ne s'agit pas bien sûr d'y poster des informations sensibles. Et cela vaut aussi pour vos courriels et vos messages privés. Donc il faut éviter de diffuser de cette manière des informations sensibles. De manière très... Je pense que cultiver le courage, c'est d'abord l'assumer de façon non anonyme. Ce matin, on avait déjà une discussion sur les réseaux sociaux. Pour la moitié du monde, évidemment, l'anonymat sur Internet, par exemple, ça ne se discute pas, c'est une question vitale. En revanche, au sein de nos propres pays, cultiver le courage, c'est d'abord peut-être aussi le faire, que ce soit sur les plateformes numériques ou que ce soit dans sa vie quotidienne, c'est d'assumer en son nom. Et ne pas, entre guillemets, le faire sur une vie seconde ou digitale. C'est aussi, bien évidemment, tirer parti des réseaux sociaux et de cette technologie, mais de ne pas penser que ça suffira. Et encore une fois, cette vie-là est tellement nombreuse, le buzz se fait, on change de sujet, on change de sujet. Ce courage-là, il faut peut-être revenir à un peu de terrain, justement, et d'arrêter de penser que qu'on va tout se faire par le volume. Bien sûr, c'est un poids qu'on utilise nous en tant qu'ONG et que tout le monde va utiliser, mais il y a désormais un retour de terrain absolument à faire dans tous les secteurs, en ce compris du côté des ONG. Okay, now Très bien. Alors, vous me mettez dans une situation assez difficile parce que il y a de plus en plus de demandes de parole. Il y a 15 ou 16 personnes qui demandent à prendre la parole. Le problème, c'est que vous souhaitez les entendre, nous, on souhaite vous entendre, et par conséquent, on va en prendre quelques-uns, puis on verra ce qu'on pourra faire. 728. Je vous en prie. could you keep it as brief as you can? Soyez le plus bref possible. Alors, tout d'abord, merci aux interprètes qui sont derrière les vitres, qu'on ne voit pas, mais qui nous permettent d'avoir ce débat. Question rapide. La majorité des Russes semble pas tout à fait conscient ou en tout cas révoltés par le non-respect des droits fondamentaux. Est-ce qu'on peut être courageux à leur place? Est-ce qu'on peut, quelque part, considérer qu'il faut se révolter à leur place et pourquoi est-ce que la majorité des Russes se révoltent pas contre leur système? Cette Russie nous a habitués par le passé à être révolutionnaire quand il le fallait, enfin quand elle l'estimait utile. Pourquoi aujourd'hui c'est pas le cas? Thanks. I can see Kirill. Merci. Alors, je vois que Kirill piaffe d'impatience pour répondre à cette question. 355. Micro, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, je vais parler en français. J'aimerais bien savoir votre opinion sur les élections qui arrivent et sur l'impact de la remontée de l'extrême droite sur les droits de l'homme qui peuvent être mis en question avec les élections. En fait, avec
ce qui peut être produit après les élections, notamment en question avec la garde des frontières et avec tout ce qui se passait à Lampedusa. Est-ce que ça peut se reproduire? Est-ce que l'Europe vise des frontières beaucoup plus sûres, beaucoup plus protégées que ce qui est le cas maintenant? Est-ce que c'est un peu contraire avec les droits de l'homme et les droits de l'asile de ces gens? Voilà, c'est une question plus ou moins rapide. Okay, thank you. Lots of issues coming out. Alors, il y a beaucoup de questions qui apparaissent de votre voisin. 357. Hello. Bonjour. Continue en français, en fait. Pour moi, on va dire l'Europe doit être intéressante, doit être exemplaire et vraiment véhiculer des idées de vertu, que ce soit en termes de liberté ou autre. Et je pense que si on n'arrive pas à véhiculer ces idées, dans ce cas-là, l'Europe ne sera pas très attirante. Et en fait, là, j'ai plusieurs fois entendu de la part du panel que, en fait, ça fait des années que la situation est impossible à changer dans certains pays européens. Enfin, vous avez dit que parfois vous étiez à 20 ans dessus, ou pour l'Érythrée aussi, où là, chaque année, c'est les mêmes papiers qui sont signés. Et du coup, je trouve ça un petit peu décourageant. Donc, je me dis qu'on a l'impression que rien ne peut changer. Donc, je me dis que, voilà, ici, il y a des jeunes qui ont envie de changer les choses, qui ont envie d'une meilleure Europe. Et vous avez parlé de différentes difficultés que vous n'avez pas nommées pour changer les choses. Est-ce que vous pourriez en nommer quelques-unes et quels conseils vous nous donneriez justement? Quels sont les leviers à actionner peut-être pour que les choses bougent, quoi? Voilà, merci. Okay. Très bien. Alors, je vais continuer à donner la parole. 411. Yes, thank you. Oui, merci. Il faut toujours réfléchir aux normes, quel que soit le cas de figure. Par exemple, aujourd'hui, en Europe, les gouvernements semblent de moins en moins avoir peur de la population. Le réflexe est de dire, écoutez, il y a un autre gouvernement qui fait X. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire, nous? Une action semble justifier l'autre. Mais si nous, on est d'un autre avis, comment est-ce qu'on peut s'opposer à ce genre d'action? C'est-à-dire avoir une norme supérieure permettant d'éviter l'application de normes nocives par les gouvernements. Très bien. Alors, je donne la parole au numéro 3. Thank you. Merci. Monsieur Basile, ma question s'adresse à vous. Je vais réagir à deux choses que vous avez dites. Vous avez dit que vous avez travaillé pour la liberté de la presse et la liberté d'expression, mais que cette action n'était pas, dans tous les cas, très productive. Ensuite, vous avez dit que pour être courageux, il ne faut pas être anonyme. Vous avez dit que notre génération devait assumer des responsabilités aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut assumer ces responsabilités s'il y a un déficit absolu de liberté? Est-ce que le mouvement des anonymes, il faut s'y pencher, y réfléchir, ou est-ce que ça n'a pas du tout de sens? Alors, je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible. Il y a encore 11 personnes qui souhaitent intervenir, en style télégraphique, donc. Très rapidement, dans l'ordre, je vais laisser les questions sur la Russie, évidemment, à mon collègue. Sur les élections européennes, oui, bien sûr, on est inquiet de l'extrême droite. En revanche, la seule manière de la combattre sera de participer à ces élections. Moi, je préfère vivre dans un système européen où ce mouvement-là, qui n'est pas ma tasse de thé, oui, mais qui en même temps existe légalement, démocratiquement, puisse s'exprimer plutôt que de vivre dans un système où on l'interdit légalement. Et donc, c'est malheureusement peut-être un prix à payer. Après, il faudra voir au résultat. On ne va pas faire les élections avant, mais c'est sûr que ça va être un problème si on se retrouve avec la moitié de cet hémicycle eurosceptique. Ça ne tient qu'à nous. Et comment le faire? C'est assez simple. C'est le 25 mai, il faut y aller. En fait,
j'entends bien le problème du pessimisme. Alors évidemment, c'est pas mon propos de créer du pessimisme, de dire finalement on peut rien changer. Bien sûr que si, et heureusement, on peut encore changer énormément de choses, et on le fait. Évidemment, mon rôle était d'abord de vous alerter. Ensuite, il y a encore des tas de possibilités par les simples groupements et par le simple vigilance. Tout n'est pas foutu, heureusement, mais il est temps de réagir. Et quels sont les leviers que vous pouvez utiliser? Je dirais ceux que vous êtes en train de faire, de venir dans un certain activisme politique et global. Il y a d'autres choses et je suis prêt à en discuter avec vous en direct pour laisser le panel à d'autres questions et puis alors, pour répondre à votre interpellation. Le mouvement Anonymous, c'est quelque chose qu'on soutient et qu'il faut évidemment avoir. Mon propos, c'est pas de dire l'anonymat doit disparaître. Mon propos, je vous l'ai dit, dans beaucoup de cas, c'est vital. Mon propos est de dire le courage, et c'est le cas de pratiquement beaucoup de gens dans des pays où justement c'est risqué, et eux ne le font pas anonymement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à les défendre, c'est qu'on sait qui c'est, et on met un visage sur un nom. On a parlé de David Isaac tantôt, voilà quelqu'un qui paye le prix. Donc c'est ça aussi les soutenir eux, c'est le faire nous-mêmes, pas de manière anonyme, parce que nous ne risquons pas la même chose. Et ne pas le faire, c'est d'arriver peut-être un jour à la situation où nous rencontrons les mêmes problèmes qu'eux. Thank you. Merci. Alors, s'agissant... La majorité qui n'est pas consciente par le non-respect des droits fondamentaux, je dirais ici que le respect des droits fondamentaux, ça ne doit pas dépendre des questions de majorité ou minorité. Les droits fondamentaux appartiennent à la personne seule. Donc, non parce qu'elle appartient à la majorité ou à la minorité, mais parce qu'elle est une elle est un homme. Donc, quelle que soit l'attitude de la majorité ou de la minorité en Russie, la défense des droits de l'homme n'en dépend pas. Même les révolutions qui ont eu lieu dans notre pays, je crois ont bien montré que ce n'est pas la majorité qui fait les révolutions, mais les personnes qui les veulent le plus. Donc, il ne faut pas penser en termes majorité-minorité, mais en termes de personnes humaines, personnes uniques. Et c'est que par cela qu'on peut envisager, qu'on peut parler des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Je suis aussi concerné par l'arrivée possible de l'extrême droite parce que de ma perspective, c'est l'extrême droite qui soutient le plus les politiques liberticides adoptées actuellement en Russie et c'est contre ces politiques, contre ces lois, contre cette jurisprudence que nous combattons tous les jours et ça sera triste pour nous si cet hémicycle soutiendra ces politiques, cette législation, cette jurisprudence. En ce qui concerne l'impossibilité de changement, mais il y a le changement, Les choses deviennent de plus en plus pires. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de changement. Et ils vont devenir encore pires. Pour les conseils, mais malheureusement, je n'ai pas de bons conseils, j'ai juste des choses à dire. Il faut renoncer à votre propre confort. Il faut renoncer à l'idée, j'ai passé quelques années en France, je pense que la jeunesse dans ce pays ne demande que l'emploi stable, les bourses, etc. Mais
que parfois la police française s'implique aussi dans des opérations tout à fait racistes, ne leur concerne pas. Or, avec une telle approche, les choses vont être comme ils sont, donc de plus en plus pires. Renoncez à votre propre confort, renoncez aux idées qu'il peut être emploi stable et vous découvrirez qu'il y a tout un monde ouvert aux possibilités. Finally, how can we... Enfin, comment peut-on contredire le discours relativiste, disant que si un gouvernement viole les droits de l'homme, cela sert d'excuse aux autres. C'est justement pourquoi les droits fondamentaux sont inscrits dans les traités internationaux. Ce qui signifie qu'aucun gouvernement ne peut s'excuser en se référant au fait que d'autres gouvernements n'ont pas respecté les droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme ou la Convention internationale sur les droits politiques ou d'autres instruments internationaux ou régionaux, la Convention américaine, la Charte africaine et d'autres instruments des Nations unies. C'est la meilleure base pour évaluer le respect de la part de tel ou tel gouvernement de ses obligations en matière des droits de l'homme. Donc, il faut se fonder sur des preuves, sur la jurisprudence des cours internationales et d'autres organismes de défense des droits de l'homme, et de se référer aux principes communs à tous les pays, la Convention européenne des droits de l'homme. Mais on peut dire qu'il existe des règles communes pour la communauté internationale et que si un pays viole ses droits, il n'est nullement justifié. Oui. 707, vous avez redemandé la parole. Si j'ai le temps, je vous la donnerai tout à l'heure, après les autres. On va donner la parole à ceux qui l'ont demandé. Et puis, si on a le temps, on donnera la parole à nos deux intervenants. Le 27. C'est une question qui s'adresse en particulier à Monsieur Basile. Le courage, ça implique parfois qu'on tourne le dos à nos amis. C'est aussi être seul contre tous. Vous ne pensez pas que l'Union européenne, c'est devenu une sorte de lâcheté à plusieurs, une façon de justifier sa lâcheté? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est le fait de ne pas brusquer les rapports et les relations diplomatiques avec ses voisins européens, ou est-ce que c'est le courage et la capacité d'affirmer son opinion sur la scène internationale et au sein de l'Union européenne? Merci. Thank you. 263, please. 263. Yes, in blue there. Yes, it's you. Oui, bonjour. Oui, c'est vous en bleu. On rejoint un peu une question qui a été posée à l'instant, mais je vais quand même la poser si vous permettez. On parle de courage dans les droits de l'homme, et ça me fait penser plus particulièrement au courage et à la dignité de la personne humaine. Comment est-ce que nous, jeunes Européens, vivant au sein de l'espace Schengen, pouvons-nous avoir une politique qui soit plus courageuse vis-à-vis de l'entrée et du séjour des ressortissants tiers dans un pays de l'Union européenne? Merci. Okay, thanks a lot. Merci beaucoup. 436. Ma question porte sur la politique migratoire. Je voudrais savoir
ce que vous pensez de la situation, de la différence entre les citoyens européens et ceux qui viennent de l'extérieur de l'Europe, alors que tout le monde est censé être, les gens sont censés être égaux pour ce qui est des droits de l'homme. Que nous avons le droit de choisir notre lieu de vie et de travail alors qu'eux ne le sont pas. Et comment peut-on déclarer qu'ils sont des illégaux? Le 136. Merci. Nous sommes ici environ 5000 citoyens de l'Union européenne. Mais je pense que notre génération aime beaucoup Facebook, les actions humanitaires sur Facebook, mais ne fait rien dans la pratique. Alors, comment à notre niveau, au niveau de la base, pourrait-on soutenir l'action de Reporters sans frontières? Écrire sur Facebook, ce n'est pas ne rien faire. 443. La position de Vladimir Poutine est que les droits de l'homme sont appliqués de manière arbitraire par les gouvernements occidentaux et servent d'excuse pour violer la souveraineté d'autres États. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il me reste encore quelques questions, mais malheureusement, je dois clôturer la liste et on verra s'il nous reste encore du temps plus tard. 128. Hello. How do you explain that only a few newspapers... Bonjour. Le traité transatlantique sur le commerce et l'investissement, il n'y a que peu d'organes de presse qui en parlent, alors que cela risque d'avoir un impact sur l'économie internationale. Donc j'aimerais poser la question de la censure et de l'autocensure. 242. Yeah. So this. Alors ma question porte sur Edward Snowden. On a beaucoup parlé de la liberté de la presse. Je me demande ceci, la liberté de la presse, mais pour qui? Si on prend les lois antiterroristes, eh bien là on a du mal à savoir à qui s'adresse la liberté de la presse. Et ça vaut également pour le cas Snowden. Alors en Finlande, on discute d'une initiative concernant la constitution de refuges ou de structures d'accueil pour les lanceurs d'alerte. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors je ne sais pas si on aura le temps d'en traiter. 301. Bonjour. Je voulais demander une question qui concerne les droits des enfants, en fait, parce que il me semble que ça devient un peu inquiétant parce qu'il y a beaucoup des parents et des gens qui font des photos et qui mettent des photos sur les réseaux sociaux et que personne ne fait rien à propos de ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose que le gouvernement peut faire à propos de ça et les parents eux-mêmes s'ils veulent pas que les photos de ces enfants sont soit sur les réseaux sociaux? Merci. Okay, we've got 310. Thank you very much. Merci. Alors ma question porte sur le rôle de l'Union européenne. Lorsqu'il y a des violations des droits de l'homme en dehors de l'Union européenne, il y a des sanctions économiques, mais quid des autres leviers d'action, pardon. Sorry, 239. 239. That was right. Sorry, did you? 239. Did you not ask for the floor? 239, vous n'avez pas demandé la parole? Alors très bien, dans ce cas-là, je vous redonne la parole. Alors j'ai une question. Il y a une manifestation concernant Snowden. On a demandé le respect de ses droits. Le gouvernement nous avait invités à être libres, à exprimer nos opinions, et pourtant il y a eu un retour de bâton. Comment est-ce qu'on peut encore faire confiance au gouvernement? Voilà.
Je vais prendre pour ce qui est des politiques d'asile et je laisserai à mon compère le reste. D'abord, soyons fiers, l'Union européenne, c'est quand même la première institution qui aide le monde, largement devant les États-Unis, en matière d'aide au développement, en matière d'asile, en matière d'aide globale. Nous sommes les plus généreux du monde. Et je pense que c'est tout à notre honneur. Donc ne nous tapons pas toujours en disant que nous ne faisons rien, alors qu'en règle générale, on est pratiquement souvent les seuls à le faire et qu'on le donne, alors que d'autres le prêtent. Donc ça, c'est quand même ça vaut également pour les migrants, ça vaut également pour tout ce qui est asile politique, etc. Et ça concerne pratiquement tous les pays de l'Union européenne. Maintenant, on a un vrai problème, en effet, globalement, et on a évoqué Schengen, entre autres, on a évoqué des questions de frontières. Le gros problème, c'est que ça présuppose une solidarité. Et que pour l'instant, on a toujours tendance à dire aux Espagnols, aux Italiens et aux Grecs, ça te concerne, c'est une question d'État membre. Et comme vous êtes les premiers, eh bien c'est à vous que revient la charge, et toute la charge financière, morale, physique, juridique, policière, tout ce que vous voulez. Et que cette solidarité-là, elle a beaucoup de mal à s'exprimer. Les Suédois et les Finlandais et tout sont toujours très prêts à pousser, les Allemands aussi, à pousser les droits de l'homme. Mais quand il va s'agir de donner le budget aux Italiens, aux Grecs et aux Espagnols pour pouvoir faire face et assurer justement ce bon accueil, évidemment, c'est plus du tout la même donne. Donc, est-ce qu'on doit modifier cette loi majoritairement, encore une fois, je répète, en ce qui concerne RSF, les pays européens sont plutôt généreux en la matière. Et donc, on doit continuer à le faire dans une proportion qui devient grandissante. Et est-ce qu'on peut le faire? Oui, encore. Mais soyons attentifs à notre générosité et utilisons aussi, vous parliez de levier, beaucoup d'entre vous, utilisons notre aide au développement peut-être un peu mieux. Et pas seulement dans les sanctions économiques, mais si nous arrivons à faire en sorte qu'à nos frontières, on ait beaucoup moins besoin de traverser les mers pour venir travailler chez nous, c'est peut-être ça qui deviendra le plus productif plutôt que de modifier toutes nos législations en la matière. Donc voilà, j'en prends encore une fois, sur le traité atlantique. Je pense que s'il y a si peu de journaux qui en parlent, c'est peut-être aussi parce que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Nous sommes en train de négocier un texte dans la plus grande opacité. Personne ne l'a, ce texte, à part ceux qui sont en train de le négocier. Et encore une fois, parler de quelque chose et commencer à le commenter sans spécialement savoir de quoi on parle est un vrai problème. Maintenant, c'est un sujet extrêmement débattu d'ores et déjà, mais encore une fois, très souvent, on parle d'un truc qu'on n'a pas. Alors, 409, je vais vous donner la parole. Je vais être extrêmement généreux. Alors, dans toute l'Europe, il y a des cas de discrimination contre les Roms. Or, l'Union européenne continue à fournir une aide financière à la Roumanie qui n'arrive pas à destination. Il y a encore des violations des droits de l'homme et on n'aide pas les personnes roms. Alors, l'Union européenne aide ou essaie d'aider beaucoup de pays grâce à ces fonds, mais ça ne fonctionne pas. Ça n'arrive pas à destination. Que pourrait-on faire pour que l'argent arrive à ceux qui en ont vraiment besoin? Thank you. I'm afraid. Merci. Malheureusement, je ne suis pas vraiment qualifiée pour répondre aux questions sur l'utilisation du budget européen et sur les Roms. Bon, je ne suis pas qualifiée pour répondre à ces questions. À la question aussi de savoir comment on explique la différence entre les citoyens européens et les immigrés. Alors, pour faire court, je voudrais répondre à la question sur les effets des sanctions. Bon, nous ne savons pas quel en sera le résultat. Mais les conséquences des sanctions ne doivent pas être les seuls éléments à prendre en compte pour la prise de cette décision.
Si vos gouvernements ne prennent aucune mesure de sanction, cela voudrait dire que vous soutenez la politique contre laquelle on a demandé que des sanctions soient prises. Donc cette position morale doit être prise en compte, quelles que soient les conséquences éventuelles des sanctions. Il y a une question qui en fait contenait sa propre réponse, mais je voudrais y revenir. La question est de savoir ce qu'on pouvait faire pour soutenir les mouvements de base, à part dire qu'on les aime sur Facebook. Eh bien, allez-y, joignez-vous à ces mouvements, essayez de faire quelque chose, de combattre, de lutter sur le terrain. Qu'est-ce que je peux vous répondre de plus? Concernant les LGBT et savoir s'ils peuvent faire confiance au gouvernement, franchement, je ne crois pas que vous ayez besoin de faire confiance à votre gouvernement avant de prendre la parole, de vous exprimer pour revendiquer les mêmes droits pour tous, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur préférence sexuelle ou leurs caractéristiques particulières. Vous ne devez pas faire confiance à votre gouvernement pour revendiquer ses droits. Vous devez faire confiance à vous-même. Merci beaucoup. On n'a pas répondu à la question du 27. Vous voulez répondre? J'ai oublié la vôtre, en plus vous me l'aviez adressée. Certainement pas. Le courage, c'est certainement pas tourner le dos à ses amis. Au contraire, je vous dirais, c'est plutôt de les prendre comme ils sont. Et ça vaut pour les pays de l'Union européenne. On est évidemment très différent du Portugal à la Bulgarie et de l'Italie en Suisse. Donc, on a cette particularité dans le monde d'arriver à faire un groupe avec des gens qui sont ultra différents sur une multitude d'approches, en ce compris sur la question fondamentale de la liberté d'expression. On a déjà des vues très différentes. Donc, et ça rebondit un peu sur la question de la personne en 263, c'est on a toujours eu cette différence de citoyenneté entre ceux qui avaient des droits et ceux qui n'en ont pas. Et c'est justement, mais on a toujours été en minorité et on l'est encore. Et c'est ça peut-être notre force. On parlait tantôt, est-ce qu'en minorité on n'est pas toujours les perdants? La preuve que non, mais on a toujours été minoritaire. Et on le devient de plus en plus. La moitié de la population mondiale n'a pas accès à une information libre. Pour ne parler que de ce qui me concerne. Et il se trouve que dans nos 28 pays, on a des problèmes, mais on reste quand même, en la matière, plutôt en bonne situation. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on est en chute et qu'il est temps de remonter. Okay. I can see people leaving. We've really... Je vois qu'il y a des gens qui quittent la salle déjà. Nous devons nous arrêter ici. On a parlé de courage physique. Se placer devant un blindé. Il y a d'autres formes de courage. Le courage de faire son travail au jour le jour, même si c'est difficile, que personne ne fait attention à vous. Le courage de ne pas avoir honte de ce en quoi on croit, ne pas attendre que quelqu'un vous autorise pour agir. Il y a le courage politique, parfois faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de votre intérêt politique, le courage économique, lorsqu'on fait quelque chose qui va à l'encontre de vos intérêts économiques, le courage d'appartenir à une minorité, même si vous tournez le dos à vos amis, qui sont dans la majorité. Parfois, le courage, c'est aussi d'abandonner votre confort. Et aussi le courage d'apprendre le russe. J'ai essayé une fois, mais c'est vraiment une langue difficile. Alors, pour conclure, j'étais vraiment très impressionnée par ce débat. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, mais je voudrais vous remercier tous d'être venus, remercier tous ceux qui tweetent, remercier Kirill et Olivier, et aussi tous ceux qui ont posé des questions. Merci. Hey.